Bienvenue dans la 5e édition du 12-14, le journal télévisé du collège Simone Veil. Voici les titres. Le collège a reçu la visite d'un enseignant du British Council, Miles Hudson, qui est venu expliquer aux élèves les secrets de l'astronomie, mais en anglais. Nour Borgol était sur place pour le 12-14. L'exposition itinérante Tous migrants de Cartooning for Peace a fait une halte au collège en janvier dernier. Vous découvrirez quelques-uns de ces magnifiques panneaux dans cette édition. Le stage des élèves de 3e s'est déroulé début février. Du stage en entreprise à la correction du cahier de stagiaire en passant par la soutenance orale et son évaluation, Lola Kerstock nous dévoilera toutes les étapes de ce stage d'observation. En février dernier, les élèves ont participé à la semaine olympique et paralympique. Lucas Martinez-Raposo a suivi les 5e A qui ont pratiqué le rugby en situation de handicap. Les élèves de 5e ont été sensibilisés sur l'importance du petit déjeuner, une action coordonnée par l'infirmière scolaire Madame Fabre et Madame Enclin, professeure de SVT. Reportage dans cette édition de Younes Moussafir. Voie générale et technologique ou voie professionnelle, les élèves de 3e vont prochainement formuler leurs vœux d'orientation. 3 proviseurs sont venus au collège pour présenter leur voie de formation aux parents et aux élèves. Comment se fabrique le journal de 13h de TF1 ? Pour le savoir, nous avons été invités à découvrir les coulisses de sa fabrication. La caméra du 12-14 s'est posée sur le plateau du 13h, un reportage et une interview de Jean-Pierre Pernaut à ne pas manquer à la fin de cette édition. En novembre dernier, Miles Hudson, un scientifique britannique du British Council, est venu au collège pour y animer un atelier en anglais sur les thèmes de l'astronomie. Nour Borgol a suivi pour le 12-14 la fabrication d'un télescope par les élèves de 6e. C'est un cours un peu particulier que vont vivre les élèves de 6e B ce matin. Au programme, la fabrication d'un télescope, reconnaître et apprendre les planètes du système solaire, savoir lire une carte du ciel, le tout en anglais. Cet atelier scientifique dans la langue de Shakespeare a été proposé au collège par le corps d'inspection de sciences physiques. Alors l'inspectrice, c'est pas forcément, ou l'inspecteur, c'est pas forcément celui que vous voyez au fond de la classe, qui va regarder comment vous travaillez, comment ça se passe dans la classe. Cette partie-là, c'est important, mais c'est aussi de temps en temps de proposer des choses un petit peu différentes. Alors là, on est plusieurs dans ces cas-là, souvent à avoir quelques idées. Donc avec les 2 personnes là qui sont avec moi, on va t'expliquer un petit peu quelle était l'idée du projet. Donc par exemple aujourd'hui, tu vois, ça peut être faire de la physique un petit peu autrement, le faire dans une autre langue, et puis le faire à travers des activités peut-être un petit peu plus ludiques que d'habitude. Ludiques, c'est-à-dire qui sont plus attrayantes, qui ressemblent un petit peu à un jeu. Ce projet d'atelier scientifique étant mené en coopération internationale avec le British Council, la déléguée académique aux relations européennes et internationales et à la coopération a fait spécialement le déplacement au collège. Je suis ici pour accompagner le dispositif Science in Schools qui s'est déroulé ce matin dans cet établissement et que nous organisons dans 13 établissements de l'académie en ce mois de novembre. Voilà. L'objectif de ces ateliers, c'est de faire venir un scientifique britannique et il anime son atelier tout en anglais sur des questions liées à l'astronomie. Each group will make one telescope and the best telescope, le meilleur telescope, the school can keep. Pendant les 3 heures de cours, les élèves ont appris à fabriquer eux-mêmes un petit télescope avec 2 lentilles en verre et une feuille de papier noir. Ils ont tout d'abord calculé les focales des différentes lentilles et ensuite choisi les meilleures pour la fabrication de leur télescope. L'occasion pour les enseignants de mathématiques, physique et SVT de travailler ensemble. L'intérêt de cette intervention, c'est qu'elle nous a permis de travailler en interdisciplinarité en touchant différentes thématiques vues en classe de sciences, comme les propriétés optiques des lentilles qui sont abordées en physique-chimie, les sciences de la Terre qui sont travaillées lorsqu'on calcule l'âge de l'univers, ou alors toutes les technologies qui ont été utilisées pour la communication extraterrestre qui sont aussi vues en technologie. Et tout ça en utilisant l'outil mathématique. Et c'est Miles Hudson, spécialiste britannique de l'éducation en sciences physiques, auteur de plusieurs manuels scolaires sur la physique, qui a animé cet atelier auprès des élèves du collège. Le groupe avec lequel j'ai travaillé ce matin a été excellent.
Ils sont vraiment très doués pour leur âge, ils sont jeunes, mais ils ont compris beaucoup de choses pendant toute la séance en anglais. Le message qu'ils ont écrit est très intelligent et bien pensé, et ils ont eu de très bonnes idées. C'était une super activité ce matin que j'ai appréciée, j'ai bien aimé quand on a construit le télescope, mais c'était pas évident quand il nous parlait en anglais. Et il a su dire des mots simples et il nous parlait quelquefois en français et c'était plus simple. Et on a aussi appris beaucoup de choses sur l'univers. Après la construction de leur télescope, les élèves ont essayé d'estimer l'âge de l'univers. Et enfin, il a été abordé le sujet des tentatives de communication avec les intelligences extraterrestres éventuelles. Le collège a accueilli au CDI l'exposition Tous migrants de Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Cette exposition retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du monde entier. Des raisons du départ au processus d'intégration dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage. Les dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. Au fil des panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l'étranger et montrent l'apport et la richesse de la diversité. Je connaissais la gravité de la situation, mais en voyant les affiches et en connaissant l'histoire de ce petit garçon qui s'est noyé et en mettant son bulletin de notes dans sa veste, je me suis dit que c'était encore plus grave que ce que je pensais. Je croyais que c'était le gouvernement qui ramenait les migrants en avion ou en car, mais grâce à cette expo, j'ai compris que c'était que les migrants venaient seuls ou qu'ils risquaient de mourir. C'est important que les élèves voient ça parce que je crois qu'ils ne comprennent pas l'importance du problème des migrants. Il est complètement dans l'actualité, donc je crois que c'est vraiment important. Et de plus, quand ils seront un peu plus grands, ils vont voter pour des choses comme ça et ils vont participer à la vie citoyenne. Donc c'est vraiment important. Il est important que les élèves comprennent que les migrants ont une vie plus difficile de ce qu'on pense. Comme chaque année, les élèves de 3e ont effectué un stage d'observation d'une semaine en entreprise. Pour en savoir plus sur ce stage, sa soutenance orale et sa notation, Lola Kerstock nous a rejoint sur le plateau. Et cela débute très tôt dans l'année de 3e, Lola. Effectivement, Barnabé. Dès le mois d'octobre, les élèves doivent rédiger une lettre de motivation et démarcher les entreprises de la région pour ce stage qui est obligatoire en classe de 3e. C'est au cours de la semaine du 4 au 8 février 2019 que les élèves ont été accueillis dans les entreprises. Nous avons suivi Julien Joseph-Marie qui a choisi d'effectuer son stage dans le domaine de l'informatique. Reportage de Younes Moussafir pour le 12-14. C'est au sein de la société ICMT France, spécialisée à Cergy dans le domaine de l'informatique et du développement, que Julien a choisi d'effectuer son stage en entreprise. Cette société accueille chaque année de nombreux élèves de 3e qui sont en recherche d'un lieu de stage, une étape pas toujours facile. En fait, c'est surtout pour les aider à découvrir un petit peu les activités des entreprises et donc de découvrir l'informatique parce que beaucoup d'entre eux sont très intéressés. Et on prend généralement ceux qui franchissent la porte, qui viennent vers nous, qui des fois nous demandent clairement est-ce que vous prenez des stagiaires? Donc pour les aider, on les prend. Ça ne nous dérange pas, ça les aide et tant mieux. Le chien, elle est comme ça. Tu as la mémoire, tout est miniaturisé, tu as la mémoire et tu as le disque dur. Au cours de sa semaine, Julien a découvert l'activité de l'entreprise, à savoir les systèmes et réseaux ainsi que le développement de logiciels. Il a ainsi pu observer l'ensemble du travail réalisé par les collaborateurs de la société. Généralement, on leur explique un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, les différents domaines dans lesquels on intervient. Et par rapport à ça, ils viennent de temps en temps poser des questions, ils observent un petit peu le fonctionnement de l'entreprise et on leur répond systématiquement à toutes les questions qu'ils posent pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement et puis à être capable de rédiger un rapport synthétique de ce qu'ils ont vécu. Au cours de cette semaine, chaque élève est visité sur son lieu de stage par un professeur du collège. Avec le responsable de la société, ils font le point sur la semaine de l'élève dans l'entreprise. Cette visite compte pour 10 points dans la note finale. Notre rôle, c'est de s'assurer que la semaine des 3e s'est bien déroulée,
On a une petite fiche que l'on doit remplir, s'assurer qu'ils ont été ponctuels, que leur tenue vestimentaire était adéquate par rapport à leur stage, essayer de comprendre un petit peu les apports qu'ils ont pu avoir sur cette semaine, échanger avec eux sur les apprentissages qu'ils ont pu avoir sur l'entreprise, le monde du travail, échanger aussi avec leur maître de stage, leur patron, pour avoir un avis un peu plus éclairé sur cette semaine. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre la température, savoir si ça a été une expérience formatrice pour nos élèves de 3e, aussi bien d'un point de vue des professionnels que du leur. Pour Julien, cette semaine de stage a été plutôt positive et il garde un très bon souvenir de son passage dans la société ICMT France où il a beaucoup appris. Ma semaine de stage en entreprise était vraiment cool parce que avec le chef Afid, on a discuté beaucoup de l'informatique et on a parlé de système réseau, de développement logiciel et comment fidéliser la clientèle. Et le développement de logiciels se fait par la demande de clients, c'est souvent des entreprises. Il nous a expliqué les étapes, tout ça. Et après, le système réseau, c'est tout ce qui aide aux problèmes que les clients ont sur leur machine. Et c'est ce qu'ils font Kika et Désir. De retour au collège, Julien va avoir quelques jours pour finaliser la rédaction de son rapport de stage avant la prochaine étape, la soutenance orale face à un jury de professeurs. Juste avant cette soutenance orale du rapport de stage, les cahiers passent par un jury de professeurs correcteurs. La rédaction de ce cahier par le stagiaire est très importante. Il a 40 points d'attribués sur le contenu et la tenue du cahier. S'ajoutent également sur cette étape de correction 10 points pour le sérieux de l'élève sur sa recherche de stage et les 10 points du professeur qui est venu visiter le stagiaire dans son entreprise. Juste avant la soutenance orale, l'élève possède déjà une note sur 60. Alors le cahier de stage est évalué sur 7 parties distinctes. Une première partie intitulée « Préparation de mon stage », une seconde partie sur la présentation de l'entreprise, une troisième partie sur l'organisation de l'entreprise, puis le journal de bord du stagiaire, la présentation d'un métier dans l'entreprise et enfin nous trouvons les bilans du stagiaire ainsi que du maître de stage. Les élèves sont ensuite convoqués pour la soutenance orale de leur rapport de stage. Juste avant d'être interrogés sur leur semaine passée au sein de leur entreprise, ils disposent de quelques minutes pour réviser et se préparer à cet oral qui est toujours un moment de stress car c'est pour eux la première fois dans leur scolarité qu'ils se présentent face à un jury. Je me sens très stressé pour mon premier oral. Je sens que les profs, tout le monde me dit que les profs ça a l'air sympa pour les euros de stage et comme j'ai bien fait mon stage, je sens que je vais avoir une bonne note. Un peu stressé, mais j'ai travaillé et je me sens prêt à passer. La soutenance orale du rapport de stage dure environ 15 minutes. Chaque élève se présente face à un jury composé de 2 professeurs ou personnel du collège. Sur les 2 membres du jury, l'un a lu et corrigé le cahier de stage et il est donc au courant de ce que l'élève est supposé dire sur son stage. En revanche, le 2e membre du jury n'est au courant de rien et découvre le stage tel qu'il est présenté par l'élève au cours de cet oral. Alors les élèves ont 5 minutes d'oral, donc ils parlent de façon libre de leur semaine de stage. Alors, soit ils prennent des notes, soit ils ont mémorisé, ils ont travaillé avant. Et ensuite il y a 10 minutes de questions du jury. Donc sur ces questions, ça peut être des questions sur leur semaine à proprement parler de stage en entreprise, ça peut être des questions sur leur orientation, ça peut être des questions d'ordre plus général sur ce que c'est qu'un secteur primaire, secondaire, tertiaire, etc. Voilà. Après ces 15 minutes face au jury, le stress est redescendu et les élèves sont plutôt satisfaits et pensent avoir réussi leur oral. Ouais, ça s'est bien passé, j'étais un peu stressé. Après, ils m'ont posé des questions et j'avais oublié les réponses. Sinon, ça s'est bien passé. C'était très facile, ils me posaient des questions assez simples. J'ai expliqué ce que je devais expliquer. J'ai presque rien oublié. Beaucoup stressant au début, mais franchement, c'est passé super bien. Ça veut dire les profs nous ont mis à l'aise et puis à l'oral, c'est passé tout seul, franchement. Les membres du jury, eux, délibèrent sur la note qu'ils vont attribuer à l'élève pour son oral. Ce sont 40 points qui sont à décrocher. Alors il y a un barème assez précis qui a été fait.
Donc sur la posture de l'élève, sur le type de langage utilisé, sur le fait qu'il soit hors sujet ou pas quand on leur pose des questions. Voilà, je crois que qu'est-ce qu'il y a à peu près. Un petit peu leur secteur d'activité. Voilà aussi. C'est même le point faible de beaucoup. Hein. Ouais. Et puis après des questions d'ordre peut-être un peu plus personnel. Est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé, est-ce que c'est quelque chose qu'ils referaient, est-ce que ça a un lien avec leur orientation, leur choix d'orientation, etc. Voilà. 60 points pour la recherche de stage et la rédaction du cahier de stagiaire. 40 points pour l'oral. Chaque élève a donc obtenu une note finale sur 100 qui est ramenée ensuite sur 20 et qui compte dans la moyenne générale du deuxième trimestre. Merci Lola. Dans le cadre de la 3e édition de la semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée du 4 au 9 février 2019, les professeurs de PS du collège ont sensibilisé les élèves sur la pratique sportive en situation de handicap. Lucas Martinez-Raposo a suivi pour le 12-14 une séance encadrée par M. Fleury. C'est ici, au stade municipal de Pontoise, que les élèves de la classe de 5e A ont vécu cette expérience. Divisés en plusieurs groupes, les élèves ont vécu différents types de handicap à travers la pratique du rugby. La perte de vue, la surdité, la perte des 2 bras et la perte d'une jambe. Il faut qu'elle l'emmène récupérer le ballon. Ensuite, il faut qu'il revienne, toujours les yeux bandés, qu'il lui donne le ballon. Là, une fois que c'est fait, ils inversent. Il bande les yeux de Kesbangul, il va devoir diriger Kesbangul pour qu'elle repose le ballon, puis qu'elle revienne. Cette année, la semaine olympique et paralympique avait pour thème la mixité filles-garçons. Les élèves ont donc travaillé en binôme. L'élève valide avait pour mission de guider l'élève en situation de handicap. Aussi bien pour les malvoyants que pour les malentendants, le contact physique de l'élève valide lui permet de se diriger et de pratiquer l'activité sportive. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, il m'a semblé intéressant de travailler avec les élèves sur différents types de handicap. Donc on a travaillé sur la perte de la vue par exemple, la perte des membres supérieurs ou inférieurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les élèves sont obligés en fait de communiquer, ce qu'ils ont souvent du mal à faire, pour réussir à atteindre les objectifs qui sont proposés sur les différentes situations. Donc voilà, ça permet de développer le respect, la coopération et d'atteindre des objectifs qui sont importants en EPS et à l'école globalement. Grâce à cette séquence, les élèves ont pris conscience des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. En fait, on ne voyait plus rien et c'était dur parce que quand il n'y a personne qui te guide, tu peux foncer au mur et c'est dangereux aussi. Une fois que j'ai été privée de la vue, je pense que le problème, ça a été que j'ai pas pu me diriger comme je voulais. En fait, c'est très dur pour les handicaps qui ont perdu leur vue et courage à eux. En plus du rugby, d'autres élèves ont vécu cette expérience en parcours d'obstacles. Cela a permis à certains d'entre eux de changer leur regard sur le handicap. D'autres thématiques telles que le fair play, les valeurs du sport et de l'olympisme ont été travaillées au cours de cette semaine avec l'ensemble des professeurs de PS. Afin de sensibiliser les élèves de 5e sur l'importance du petit déjeuner pour bien débuter la journée et adopter des habitudes alimentaires saines, un petit déjeuner équilibré leur a été proposé. Younes Moussafir pour le 12-14. Cette année, dans le cadre du CESC, une action petit déjeuner a été mise en place au titre de l'éducation nutritionnelle qui est au programme de 5e. Tous les élèves de 5e ont répondu à un questionnaire préalable pour connaître leurs habitudes. 54% des élèves seulement déjeunent chaque matin, alors que 94% d'entre eux ont conscience que c'est un repas important. Il y a quelques temps, nous avons fait faire aux élèves des questionnaires auxquels ils ont répondu par rapport à leurs habitudes alimentaires. Et nous nous sommes rendus compte qu'une partie non négligeable des élèves viennent au collège sans avoir déjeuné. Or, on sait qu'il est très important de venir en ayant mangé le matin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ce matin, les élèves ont pu composer leur plateau avec un produit laitier, un féculent, une boisson, un fruit ou un jus au choix. Ils ont également répondu à un questionnaire pour évaluer leurs connaissances théoriques sur le petit déjeuner. La plupart des élèves ont conscience des bienfaits et de l'importance d'un petit déjeuner équilibré. Moi je trouve que c'était bien. Après, je pense qu'on devrait faire ça avec tous les niveaux pour entraîner vraiment tout le monde à prendre un petit déjeuner équilibré. C'est une bonne action pour notre santé, pour prendre un petit déjeuner équilibré. Parce que si on ne prend pas de petit déjeuner équilibré, ça va être mauvais pour la santé.
Eh bien, nous avons souhaité organiser cette action dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté pour sensibiliser nos élèves à l'importance du petit déjeuner. En effet, nous avons quand même le sentiment que beaucoup d'élèves de l'établissement arrivent au collège le ventre vide, ce qui est toujours un petit peu compliqué après pour les apprentissages, pour garder la motivation, l'entrain, le dynamisme et l'attention nécessaires à la réussite scolaire. Le questionnaire d'évaluation finale passé 3 semaines après l'action montre que si en temps normal, 71% des élèves ressentent une sensation de faim en fin de matinée, il n'était que 26% le jour de l'action menée. 84% des élèves ont apprécié le petit déjeuner proposé, 58% en ont parlé avec leurs parents. Les habitudes n'ont changé que pour 26% d'entre eux. 71% des élèves ont trouvé cette action utile et ont apprécié ce moment convivial. Dans quelques semaines, les élèves scolarisés en classe de 3e vont devoir formuler des vœux d'orientation. Voie générale et technologique ou voie professionnelle. Pour y voir plus clair, une réunion d'information s'est déroulée au collège le 12 mars dernier. 3 proviseurs ont fait le déplacement pour l'occasion afin de présenter aux parents et aux élèves de 3e venus très nombreux les voies de formation proposées dans leur établissement. Le proviseur adjoint du lycée Pissarro de Pontoise a présenté la voie générale, le proviseur du lycée Jean Perrin de Saint-Ouen-l'Aumône la voie technologique et la proviseure du lycée du Vexin de Chars la voie professionnelle. Eh bien ce soir, j'ai été invitée par votre principal pour présenter les filières de formation du lycée professionnel du Vexin à Chars, c'est-à-dire les CAP et les bacs professionnels. Donc en CAP, c'est employé commerce multispécialité, agent technique en milieu familial et collectif, agent de sécurité et électricien. Et pour les bacs professionnels, c'est le gestion administration, le commerce, les métiers de la sécurité, le MEI, maintenance des équipements industriels, et le MELEC, c'est les métiers de l'électricité et des équipements. Voilà, et j'ai aussi dit quelques mots sur la mise en place de la transformation de la voie professionnelle qui va se dérouler à compter de la rentrée de septembre. Je m'adressais aux parents, je m'adressais aux élèves dans l'objectif de leur expliquer quelles étaient les formations et comment ils devaient s'organiser à l'issue de la fin de la 3e pour pouvoir faire la poursuite d'études. Alors c'était très important de venir pour rencontrer en vrai les responsables des lycées où nos enfants peuvent aller, parce que c'est un grand saut entre le collège et le lycée. Et c'est très important de rencontrer des gens qui vous expliquent ce qu'ils vont faire et comment ils vont s'occuper de nos enfants, ce que nos enfants vont pouvoir faire, les options, les différentes filières, pro, générale, technique, avec les nouvelles réformes. Et c'est très important de rencontrer la vraie personne qui sera là pour s'occuper de nos enfants. À l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, organisée du 18 au 23 mars, TF1 et le Clémy ont invité les élèves de la Web TV du collège Simone Veil à venir découvrir la fabrication du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. Plongé dans les coulisses de TF1, c'est le reportage grand format du 12-14. Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque jour, depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut présente sur TF1 le journal de la mi-journée. Mais comment ce journal de 13 heures est-il fabriqué? Quelles sont les équipes qui travaillent aux côtés de Jean-Pierre Pernaut? Pour le savoir, TF1 a accueilli l'équipe de la Web TV du collège. Eh bien, c'est pour vous faire découvrir notre métier, pour que vous compreniez comment se fabrique l'information, comment on fait un reportage, comment on prépare un journal, pour vous montrer aussi que c'est un travail d'équipe, c'est un métier de passion et de curiosité. J'espère que c'est ce qu'on vous a montré ce matin. Voilà. « 8h40, c'est l'heure de la conférence de rédaction à laquelle nous sommes conviés. Jean-Pierre Pernaut réunit l'ensemble des chefs de service, la rédactrice en chef du 13h et le chef d'édition. Ensemble, ils décortiquent l'actualité et font les choix éditoriaux pour les reportages qui seront tournés le matin même pour une diffusion dans le 13h. Allez, on y va, on va en région alors. 20 reportages sont prévus aujourd'hui. Pas une seconde à perdre pour l'équipe de tournage qui emmène Barnabé en reportage dans Paris. Le compte à rebours est lancé. Pendant ce temps, le conducteur rédactionnel du 13h est en cours de construction. Sur son ordinateur, le chef d'édition établit l'ordre provisoire de passage des reportages et leur durée.
On n'a pas fait l'ordre encore. Ouais, Là, c'est le vide-poche. Un peu. On sort de conférence, on fait le vide-poche. Et après, avec le chef d'édition, la rédactrice en chef et le présentateur, on fait l'ordre des sujets, l'ordre théorique des sujets pour le journal, qui sera modifié dans la matinée s'il y a des changements, s'il y a des équipes qui nous appellent en disant ça vaut... l'image n'est pas bien, le reportage est raté, l'info n'était pas vraie. Enfin bon, on évolue tout au long de la matinée. Et puis il faut respecter les temps, parce qu'on prend à 12h57 et il faut rendre à 13h34. On ne fait pas ce qu'on veut, c'est-à-dire il faut respecter un petit peu le timing de l'antenne, puisqu'il y a d'autres programmes après. Donc tu as 36 minutes à peu près de journal. 36 minutes de journal, donc il va falloir faire des choix, puisqu'on est déjà dans le rouge. Et on prévoit entre 7 et 8 minutes pour le présentateur, et le reste c'est de l'image. Et juste avant de repartir à son bureau Voilà. pour préparer son JT, Jean-Pierre Pernaut, qui a regardé plusieurs éditions du 12-14, nous a délivré de précieux conseils. Je ne sais pas si vous le faites exprès ou pas, de présenter les mains sur la table, doigts croisés. Et je trouve que que ça vous bloque. Que c'est vrai, que c'est plus à l'aise de temps en temps les croiser, mais de pas se... Tu sais, on a l'impression que quand on est bras croisés comme ça... Vous avez un prompteur ? Oui. Ah bah oui, ça se voit. Donc quand on est trop au prompteur, faut pas hésiter de temps en temps à baisser la tête vers ses fiches pour être plus naturel. Quand on présente, quand on parle, il faut toujours donner du rythme et donner de la pêche. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, les deux présentateurs que j'ai vus, ils étaient tous les deux les doigts croisés comme ça. Tu sais, c'est quand tu mets tes doigts sur la table comme ça, t'es un petit peu coincé. De temps en temps, vaut mieux avoir un petit papier, un stylo à la main, essayer d'être plus décontracté. Et le présentateur, c'est lui qui accueille les gens. Donc, c'est pas lui qui est invité chez les gens, c'est lui qui amène. Il faut avoir de la pêche. Il faut essayer d'avoir de la pêche. On n'en a pas tous les jours. Mais sinon, c'est vachement bien ce que vous faites. Les reportages qui sont diffusés dans le 13h et le 20h de TF1 sont réalisés par des JRI, des journalistes reporters d'images. Nous avons eu la chance de rencontrer Bertrand Lachat, un grand reporter de TF1. C'est Cabu, c'est un dessinateur qui est mort dans l'attentat de Charlie Hebdo, que j'avais rencontré, qui m'avait dessiné avec ma caméra. Alors ça, c'est pas l'original, c'est une photocopie, mais du coup, j'ai décoré mon placard avec... Bertrand Lachat a parcouru le monde entier avec sa caméra qu'il nous a fait voir et essayer. C'est super, mais de se dire que vous portez ça tous les jours pratiquement, c'est beaucoup d'efforts. De nombreuses fois, il a mis sa vie en danger pour son métier. Bertrand Lachat a notamment couvert la guerre en Tchétchénie, la guerre en Irak en 2003 et la catastrophe du tsunami en Thaïlande en 2004. Oui, ça peut être dangereux. Pendant presque une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup les reportages de guerre en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie. Alors c'est vrai que c'est dangereux, mais ça peut être des fois dangereux aussi. J'ai fait les Gilets jaunes il y a 15 jours, l'acte 12 par exemple. L'autre JRI, l'autre caméraman qui s'appelle Gilles Parot, il a pris un éclat de grenade de désencerclement dans le genou, il était blessé. C'est sûr que quand on va couvrir la guerre, là on a un caméraman qui est en Syrie actuellement, Guillaume, à guerre, là c'est très très dangereux. Mais ça peut être dangereux, mais bon, heureusement c'est très rare, hein. C'est pas tous les jours. Hein. Il y a 2 ans, je suis allé dans un endroit incroyable, tout en bas de la planète, en Antarctique. Voilà, j'ai passé 15 jours en Antarctique, mais je suis allé aussi en 97, donc il y a 22 ans, je suis allé au pôle Nord aussi. Vous voyez, je suis allé du pôle Nord au pôle Sud. Je suis allé des fois dans des sous-marins, dans des avions de chasse, en Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde, mais aussi avec Julien, on est allé faire plein de reportages dans les écoles, à Marseille, à Toulouse, à Lille. Voilà. Moi je dis souvent, le reportage, ça commence au bout de la rue et ça finit au bout du monde. Et tu peux faire un bon reportage. Hier j'ai fait un reportage par exemple avec une jeune chanteuse, une Française qui avait gagné The Voice en Chine, et après qui a eu un cancer, qui est tombé malade, et qui est guéri maintenant. Et c'était à Paris, mais c'était formidable comme rencontre. Donc c'est pas forcément au bout du monde. Alors c'est bien des fois quand c'est au bout du monde, mais le reportage, il commence au bout de la rue. Ça, faut jamais l'oublier, que du bout de la rue au bout du monde. Un métier passionnant, mais qui n'est pas toujours facile de concilier avec une vie de famille quand on est à l'autre bout du monde plusieurs fois dans l'année. Au début, quand on est jeune, ça va, mais après, quand on a une femme, des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, moi, quand j'ai eu mes enfants, et j'ai eu mes enfants un petit peu tard, mais après, pendant 5 ans ou 6 ans, quand ils étaient vraiment bébés, j'ai mis le pied sur le frein, j'ai moins voyagé. Mais c'est vrai qu'il y a des années, par exemple, on travaille 210 jours dans l'année. Des fois, j'ai fait 180 jours où j'étais en mission, donc on dort à l'hôtel. Alors c'est bien aussi, hein, mais c'est vrai que
Des fois, on se coupe un peu aussi, donc faut essayer de garder un équilibre. Mais c'est une très bonne question, ça. Vous avez parlé du voyage de façon géographique, c'est-à-dire que c'est vrai que ça permet de voyager dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans d'autres villes, mais il y a une autre notion de voyage quand on fait du journalisme, c'est qu'on voyage dans la société. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut être un jour avec le président de la République, le lendemain avec des SDF, qu'on peut être dans un bloc chirurgical ou dans un concert de musique viking comme moi ce soir. On peut être avec des lycéens ou des collégiens de 5e et le lendemain avec des paysans au fin fond. Et ça, c'est une notion de voyage. Il ne faut pas oublier non plus ce voyage dans la société. Et il n'y a pas d'autres métiers, enfin moi j'en vois pas d'autres, où on rencontre comme ça, on voyage dans la société. C'est juste, voilà, on peut être dans une mosquée pour un reportage, et après passer dans un supermarché, dans une usine qui fabrique des poulets, des nuggets de poulet. Voilà, c'est la variété, c'est ce que disait Julien, c'est qu'on s'enrichit, comme on est des gros curieux, nous, on s'enrichit tous les jours. Tous les jours, moi je me dis, ah tiens, je me couche, j'ai appris quelque chose. Ça c'est top, non? Voilà. Après avoir tourné leur reportage, les JRI transfèrent leur image sur un serveur. Il va falloir assembler les images pour que le reportage prenne vie. C'est l'étape du montage. Le montage s'effectue avec les plans et des images et du son. Là, il y a du son ici, là, vous pouvez le voir. Là, il y a du son et des images, voilà. Et donc tous les petits bouts, toutes les petites coupes que vous voyez, c'est des points de montage. C'est des moments où on a fait les coupes. Voilà, on a coupé des plans, on a choisi des images, et puis un point d'entrée, un point de sortie, et puis du son, et assemblé, mis bout à bout pour faire un sujet. Aujourd'hui, 10 monteurs sont disponibles pour le montage des reportages qui seront diffusés dans moins de 2 heures à l'antenne. En cours de montage, un reportage de notre guide d'un jour, Julien Roux, sur les enfants tyrans. Alors moi, ce sujet, j'ai utilisé plus de 2 heures de rush. C'est-à-dire je suis sur le terrain et on a filmé plus de 2 heures et il faut qu'au final le reportage fasse 3 minutes 30. Donc il faut résumer, il faut garder l'essentiel, il faut sélectionner les interviews, sélectionner les images, écrire ce que j'ai là, le commentaire, pour que au final on comprenne tout en 3 minutes 30. Et 3 minutes 30 c'est déjà une bonne durée pour un journal. En général, pour un journal télévisé, c'est à peu près une 45 minutes en moyenne, la durée des sujets. Afin que le son du reportage soit d'excellente qualité, le journaliste passe en cabine pour poser sa voix sur les images. C'est l'avant-dernière étape avant la diffusion du reportage dans le JT. C'est dans cette cabine qu'on enregistre nos voix. Donc je vais avoir un retour image du reportage. Là, je vais poser ma voix, donc je vais lire mon texte. Et je mets un casque pour entendre les moments où il y a les interviews, pour entendre aussi les ambiances et adapter ma voix. Et donc l'ingénieur du son va me faire signe quand je peux enregistrer. Quelquefois, je me reprends puisqu'on n'est pas en direct. Donc parfois, je peux buter sur un mot. Je me reprends et c'est pas grave, il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc c'est ici que la plupart des reportages du journal sont enregistrés. Parfois on enregistre aussi sur le terrain directement, mais quand c'est fabriqué ici à Boulogne, on enregistre dans ces cabines. Noah, 9 ans, est le fils aîné de Laura et Jérémy. Au fil des ans, l'enfant est devenu le bourreau de ses parents et refuse toute autorité. Désemparé, le couple a consulté un pédopsychiatre qui a d'abord... je reprends. Voilà, là par exemple, je viens de buter sur un mot. Pas de statistiques officielles, cette pédopsychiatre nous l'assure, elle accueille dans ses consultations de plus en plus de parents d'enfants tyrans. Le phénomène concerne autant les garçons que les filles, mais ont tous un point commun, une difficulté à gérer leurs émotions. Comment vous faites pour mémoriser tous ces boutons ? Vous avez appris par cœur ? Alors d'abord, il y a des trucs, peut-être je me souviens pas, mais je vais retrouver de fait en réfléchissant parce que j'ai l'habitude. Ensuite, là, par exemple, tu vois, tu as ce qu'on appelle des tranches. Et en fait, tous les boutons, c'est la même chose. Tu vois, donc déjà, ça aide. C'est-à-dire que quand tu as compris une tranche, tu as tout compris, quoi. Et puis après, c'est notre métier, quoi. On est formé sur le matériel, donc on a appris plein de choses. Après, nos connaissances, notre formation du son, ça nous aide beaucoup parce qu'on comprend pourquoi on fait les choses, quoi. Voilà. La dernière étape avant la diffusion, c'est la vérification du reportage. Si le reportage est validé, il est mis en diffusion. Si le reportage n'est pas validé, il repart en montage et les modifications demandées sont alors appliquées.
Barnabé de retour de reportage. C'est tous ensemble que nous découvrons à présent le plateau du JT de TF1. Devant nous, le fond vert de la météo, les 2 impressionnants murs d'images en LED, les 2 tables du JT et les caméras robotisées. Juste avant que ne commencent les répétitions du JT, nous avons le droit à une visite guidée par le chef de plateau. Ici, vous avez les gens qui gèrent les caméras, ce qu'on appelle des buggy. C'est les caméras téléguidées qui sont gérées d'ici. Et dedans, en fin de compte, vous voyez les petits points blancs qu'il y a ici, vous en voyez quelque part, un petit peu partout, là, ici, tout ça. C'est ce qu'on appelle de l'ARA, qui sont réinjectés dans ces caméras-là. C'est de la réalité augmentée. L'acronyme, on appelle ça un acronyme, ARA, ça veut dire réalité augmentée. Donc dedans, en fin de compte, on vient greffer un maillage 3D qui vient habiller le décor. Des fois, vous regardez le JT, vous avez vu, il y a des petits éléments 3D qui sont sur la table, au sol, tout ça. Ben, c'est ce qui permet, c'est cette technologie-là qui permet de faire ça. Ensuite, vous avez une partie où on fait la météo. Donc ça, c'est le fond vert. Donc admettons, Evelyne Delia ou Louis Baudin, que vous connaissez très bien normalement, se met ici. Et comme il ne peut pas voir en direct sur le fond vert, il a des retours écran où il y a ses cartes avec ses incrustes, où il va pouvoir faire sa météo. Donc il va pouvoir mimer toute sa thématique météo là-dessus, sur cette partie-là. Il y a tout ce qui est la lumière. Il y a un travail énorme sur la lumière. On ne se rend pas compte, mais la lumière est très importante pour, admettons, les imperfections de peau, pour avoir un bon rendu au niveau de l'antenne, tout ça. On joue beaucoup sur la lumière. Et donc il y a une régie vision de l'autre côté qui s'occupe de la lumière, une régie qui s'occupe des commutes, qui joue avec les caméras pour les plans, ce qui est la partie du réal, du truquiste, avec la script bien sûr, qui travaille derrière. Et il y a un travail de prompteur aussi. Les prompteurs, à part Jean-Pierre Pernaut, qui est un ancien qui connaît très bien, admettons, vous voyez ici, on a une glace qui renvoie la lecture de son texte, admettons, qui est une synthétisation de ce qu'il doit dire à l'antenne. Donc il y a des prompteurs ici, partout, vous voyez, sur les caméras. Donc en fonction du journaliste où il regarde, il a toujours un rendu visuel de son texte qu'il doit dire, ce qu'on appelle une synthétisation de son élocution qu'il a à dire sur chaque thématique. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, et puis je vais vous dire, puisqu'on commence les répètes. Voilà. Merci beaucoup. Découvrir le plateau du JT que l'on voit tous les jours chez nous, à la télévision, était très impressionnant. Nous avions tous, et moi en particulier, beaucoup d'étoiles dans les yeux. S'asseoir à la table et se mettre un instant dans la peau du présentateur a été l'un des moments forts de cette matinée à TF1. C'est trop bien. J'adore. Qu'est-ce qui te plaît? Tout. Tout ce qu'il y a dans cette salle, tout me plaît. C'est trop bien. Est-ce que tu imaginais que c'était comme ça le plateau du journal? La table, je savais comment elle était, mais par contre les fonds verts, la salle et tout, je n'imagine pas du tout comme ça. Je croyais que c'était beaucoup plus petit et qu'il y avait moins d'éclairage, moins de micros et d'écran. C'est trop bien. Barnabé, raconte-moi un peu l'effet que ça fait de se retrouver comme ça sur le plateau du journal. C'est bizarre, c'est pas la même impression qu'à la télé, on a l'impression que c'est grand, etc. Alors que c'est tout petit et les fonds, pareil, on n'a pas l'impression qu'ils sont comme ça, on a l'impression qu'ils sont éloignés, etc. Alors qu'ils sont tout près en fait. C'est bizarre. Et là, quand tu regardes la table du présentateur, qu'est-ce que tu vois? Tu peux nous décrire un peu? Ouais, il y a des écrans pour, même il y a des textes, je pense, où ils lisent, etc. Enfin, on pense pas, on voit pas. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre de voir tout ça parce qu'on voit, il y a plein de trucs qu'on voit pas à la télé. Et ça en fait partie. Alors, future présentatrice? Ce serait bien, mais c'est super grand, c'est impressionnant, donc je me vois pas être là tous les jours et pouvoir dire le journal sans, ça me stresserait. Tu sens que c'est un endroit vraiment particulier ici? Oui. Moi je le regarde tous les jours et j'imaginais pas ça comme ça du tout. Je pensais que c'était beaucoup plus petit, les fonds, je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Est-ce que ça donne envie de prendre cette place? Oui. T'es à quelques centimètres de la place de présentatrice. Hein. C'est un peu perturbant, mais j'imaginais pas comme ça du tout. Contrairement à Barnabé, je pensais que c'était tout petit. Au final, c'est énorme. Et puis, je savais pas qu'il y avait des écrans en dessous de la table. Je pense que c'était juste une table. Donc, je suis au courant. Alors, tu sais à quoi ils servent ces écrans? Pour dire les informations et tout dans l'ordre, je suppose. Comme ça, le présentateur, il a les toutes dernières informations qui lui arrivent sous les yeux en cas de besoin. Alors, toi, quel est l'effet que tu as de te retrouver pratiquement à la place du présentateur? C'est impressionnant et moi aussi je pensais que c'était plus petit que ça, mais c'est plus grand. Et aussi avec tous les éclairages qui sont au-dessus de notre tête,
C'est magique. Nous sommes à présent à 1h10 de la prise d'antenne pour le JT et nous sommes invités à visiter la régie par Franck Chaudemanche qui est le réalisateur du journal de 13h. Donc là vous êtes dans la régie de TF1. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 3 niveaux en fait. Il y a le premier, le deuxième et le troisième. Plus on va devant, plus on est en direct et qu'on est proche du présentateur. Sur la droite, vous avez toute la rédaction en chef et les chefs d'édition, c'est-à-dire que les gens que vous avez vus qui parlaient avec Jean-Pierre pour savoir dans quel ordre on mettait le journal et les différentes actus qui arrivent. Donc ça, c'est sur la droite là. Et ici, sur la gauche, c'est quelqu'un qui s'occupe de la dyno et de l'ordre, que les sujets soient bien placés dans l'ordre du journal à ce niveau-là, et qui s'occupe aussi de la météo et de différents habillages. Et encore devant, il y a sur la gauche, là-bas, on va passer tous tranquillement, mais sur le poste là-bas, c'est quelqu'un qui s'occupe des habillages. Après, il y aura quelqu'un qui s'occupe des synthés, c'est-à-dire que tous les noms des gens, qui vérifient bien l'orthographe, que ce soit les bonnes personnes au bon endroit. À côté, il va y avoir une script. La script, elle s'est occupée justement de tout ce qui a les synthés, que ce soit les bonnes personnes. Elle a visionné tous les sujets. Et donc, elle va m'aider moi, parce que moi, en tant que réalisateur, je suis devant la machine où il y a plein de boutons, là. Et voilà. Et c'est moi qui suis en relation avec le présentateur et la rédaction en chef pour mettre en image, en fin de compte, le journal. À droite, j'ai ce qu'on appelle le truquiste qui va s'occuper de me préparer les différents effets, si les images sont derrière, devant, à gauche, à droite, s'il y a des fresques, si dans le mur, on rajoute des images et tout ça. Et après, là-bas, vous voyez, il y a le son. Là-bas, ils sont 2. Il y a le son qui va gérer les micros, les magnétos, les extérieurs lorsqu'on a des directs à droite à gauche. Toute la lumière qui est ici avec Yann, qui va, suivant les positions de Jean-Pierre et suivant ce qui se passe sur le plateau, qui va envoyer les différentes configurations de lumière qui sont pré-programmés et en même temps, même s'ils sont pré-programmés, qui va vérifier que tout va bien et qui va doser les lumières. Thierry qui s'occupe de toutes les caméras, tous les boutons qu'il a devant là, c'est des remotes en fin de compte des caméras. C'est-à-dire que les caméras techniquement on les bouge et on fait le cadre dessus, mais au niveau du diaph, de la colorimétrie, de tout ça, on règle pas tout ça, c'est ici que ça se passe. Il vérifie que, ce qu'on appelle un ingénieur de vision, il vérifie que lorsqu'on passe d'une caméra à une autre, lorsque Jean-Pierre il est sur une caméra 1 et il passe sur la caméra 2, que ce soit la même lumière, le même diaph, la même colorimétrie. Ici, il y a le synthé, vous voyez, il a déjà préparé les génériques de fin, par exemple, où là, il a tous les synthés de tout le journal de A à Z. D'accord. Ici, il va y avoir, tout à l'heure, il y aura Odile qui sera là, qui est la script, qui va suivre le conducteur, et par rapport à chaque conducteur, elle sait quel synthé faut mettre à quel moment et à quel endroit. Et en même temps, elle va me rappeler à moi ce qu'on fait derrière, dans différentes séquences qu'on doit faire, qu'on doit enchaîner derrière. Après ici, c'est mon poste à moi en tant que réalisateur. C'est-à-dire que j'ai tous les boutons à gérer, tous les magnétos à envoyer avec le conducteur. Et j'ai un micro qui est là, qui me permet de parler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'aussi bien avec la technique, ici, que la technique au plateau, ainsi que dans l'oreillette du présentateur. Il n'y a que 2 personnes qui parlent dans l'oreillette du présentateur. C'est le réalisateur pour lui dire « tu regardes telle caméra, on fait telle ou telle séquence » et le rédacteur en chef ou le chef d'édition pour parler du fond du journal, comme quoi il y a une info qui a changé, il faut changer des textes, ou le sujet qu'on attendait en fin de compte, il n'est pas là, et donc il faut changer l'ordre du journal. Ici, c'est le journal de 13h et le 20h qui est dirigé ici. Le 13h, le 20h, la météo, et différents plateaux dans la grille de TF1 qui sont reportages. Il y a certains plateaux, certaines émissions d'Alcy aussi qui sont fabriquées ici. Pendant que Jean-Pierre Pernaut termine de dicter ses textes et se prépare pour le journal de 13h qui va commencer dans quelques minutes, nous passons au maquillage. Pour faire un maquillage de télévision, il faut combien de... On met déjà une base sur le visage, un fond de teint pour avoir une couleur uniforme et cacher les défauts, les imperfections, de l'anti-cerne parce que on a besoin avec la fatigue ou naturellement qu'on peut voir avec la lumière du jour. Et avec la caméra, souvent la lumière accentue aussi les brillances. Donc il faut vraiment poudrer et matifier le teint. Et après, c'est une mise en valeur pour les femmes. On va modeler le visage, mettre un peu de fard-à-joues, mascara, corriger les petites imperfections s'il y en a. Et respecter aussi les goûts de chacun et chacune. Certains ont un maquillage plus poussé, puis d'autres un maquillage un peu plus léger ou naturel. Et sur les invités, pareil. Voilà. Nous en profitons pour obtenir des conseils sur la manière de maquiller Bernabé pour qu'il ne brille pas trop sur le 12-14.
Alors quand il y a une petite brillance, juste une petite poudre assez translucide, mais juste pour matifier au pinceau. Une petite poudre et pour s'enlever toutes les brillances de la peau. Vu la tête que fait Barnabé, ce n'est pas gagné pour le maquillage. Alors que nous devions assister au journal de 13h depuis la régie, Jean-Pierre Pernaut nous a offert un très beau cadeau auquel nous ne nous attendions pas. Assister au journal sur le plateau à quelques mètres de lui. Exceptionnellement, nous avons pu tourner des images pendant le direct. Et grâce à Jean-Pierre Pernaut, vous allez à présent découvrir les coulisses du journal de 13h, à commencer par les 20 dernières secondes avant la prise d'antenne. Voici ce qui se passe sur le plateau. Le soin hydratant antifatigue au bord d'un stylo. Et voilà. 10 secondes. Pour recharger toute la journée. C'est quoi pour ça? Nouveau hydra énergétique de L'Oréal. C'est quoi pour ça? J'ai pas les noms là, j'ai un conducteur sur les noms. Attention. On va l'avoir. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Regardons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. Seulement quelques nuages cet après-midi au nord de la Seine et des brouillards de la Bretagne au Cotentin. Mais ailleurs, une carte merveilleuse digne du printemps. Beaucoup de soleil, les températures continuent à grimper jusqu'à 19 degrés. C'est incroyable cet après-midi à Biarritz et Bordeaux. 18 à Clermont-Ferrand, 16 à Bourges, Grenoble et Montélimar. 15 à Nantes et Perpignan, 14 à Paris, Strasbourg et Amiens. Hier soir, c'est pas le soleil, mais c'est la lune qui a fait le spectacle. Une super lune, comme on dit. C'est juste à côté du fond vert que nous avons assisté en direct à l'intégralité du journal de 13h. La lune a illuminé le ciel cette nuit et dans la journée, le soleil a pris le relais. À un mois tout juste du printemps, ça donne peut-être envie de jardiner. Il y a déjà quelques fleurs dans les jardineries d'ailleurs à Limoges, Nadia Djbouziane et Emmanuel Sarr. Devant nous, le conducteur que nous avons découvert au cours de la conférence de rédaction et qui s'est construit tout au long de la matinée. Et presque tous les parcs d'attractions recrutent en ce moment. À propos d'emploi, on va découvrir un endroit étonnant, en pleine campagne, une école qui forme au nouveau métier du numérique, un secteur qui embauche beaucoup aussi. Au Cheylard, en Ardèche, Christophe Buisine et Frédéric Marchand. Pendant que les reportages sont lancés, le chef de plateau prépare les plateaux suivants et informe Jean-Pierre Pernaut du temps qu'il reste avant qu'il ne reprenne l'antenne. Reprendre une vie normale. 10 secondes. C'est l'État islamique. Aujourd'hui, elle souhaite être jugée au cas par cas, avec une vie aujourd'hui encore guidée par un islam rigoriste. Georges Brenier, ça mérite des explications. Le retour des djihadistes et de leurs femmes, c'est un sacré casse-tête. Le président américain demande aux Européens de les récupérer. Où en est-on aujourd'hui? Alors pour le moment, dans une simple phase de préparatif, car c'est une énorme logistique à mettre en route. Ce serait d'ailleurs du jamais vu. On parle là de potentiellement 76 adultes, tous français donc. Les femmes, les autorités en comptent précisément 31, souvent converties et d'ailleurs souvent beaucoup plus radicalisées et violentes que les hommes. Tout à fait autre chose, l'histoire d'une ville séparée en deux depuis 1860. Elle a été coupée en deux au moment où on a créé les départements. La moitié dans l'Ain, l'autre en Haute-Savoie. Eh bien, les deux moitiés veulent aujourd'hui se retrouver et retrouver leur unité. À Seyssel, Yanis Matisse et David Paturel. Elle se regarde depuis si longtemps. Depuis passage le long du Rhône. Seyssel, 1000 habitants dans le département de l'Ain. Seyssel, 2500 habitants. Jean-Pierre Pernaut, qui est le seul journaliste à ne pas utiliser le prompteur, réactualise ses fiches avant chaque lancement. Avec son oreillette, il est en contact permanent avec le chef d'édition qui lui se trouve en régie. Il peut à tout moment l'informer d'un changement de reportage ou de tout autre événement lié à l'actualité et au déroulement du JT. De plus en plus. L'Ardèche, département rural et parfois enclavé, mise désormais sur le numérique pour son développement. On retourne à l'école pour prendre des nouvelles maintenant d'une classe de CM1 dont on a fait la connaissance au mois de septembre et qu'on va suivre toute l'année. Des enfants qui apprennent à jouer des instruments de musique avec l'association Orchestre à l'école. Vous allez voir qu'ils ont bien progressé. Toujours avec eux à Tarbes, Sander Andez-Adré et Sophie Hernandez. Après 37 minutes d'antenne et la diffusion de tous les reportages, Jean-Pierre Pernaut va conclure son JT. À la recherche de financement pour faire perdurer cette institution lyonnaise.
Voilà, et peut-être pas condamné, ça dépend peut-être de vous. La Bourse de Paris, elle augmente un tout petit peu, plus 0,26% à l'heure qu'il est, à 5174 points. Dans un instant, Evelyne Delia avec encore plein de soleil et des températures printanières. À 20h, Gilles Boulot, et nous on va se quitter pour profiter encore quelques secondes de ce grand bol d'air avec les chiens de traîneau en Savoie où on était tout à l'heure. Bon après-midi, à demain. Juste après le générique, Jean-Pierre Pernaut nous a fait cadeau de toutes ses fiches et nous avons pu l'interviewer pour le 12-14. Pourquoi avez-vous choisi le journalisme? Oh, parce que j'étais curieux. J'ai choisi le journalisme, j'avais 12 ans, je crois. Et au début, je ne savais pas si je voulais faire de la télévision ou de la presse écrite. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télévision, il y en avait un petit peu. Je voulais surtout faire de la presse écrite. Je voulais travailler dans le journal régional de ma région, qui était la Picardie. Et puis, j'ai fait une école de journalisme. Mais pendant l'école de journalisme, j'ai eu l'occasion de faire un stage à la télé. Et puis, je suis resté à la télé. Voilà, c'est ça l'idée. Puis après, quand on est curieux, quand on aime son métier, on évolue, on fait du reportage d'abord. Et puis parfois on peut aimer la présentation, il y en a qui aiment le reportage, il y en a qui préfèrent la présentation. On m'a demandé un jour de faire de la présentation et puis depuis 30 ans, plus de 30 ans, je suis présentateur à TF1. Donc le présentateur, vous avez vu ce qu'on fait, on essaie avec son équipe de rédacteurs en chef de choisir des sujets. Après, les reporters, eux, vont les tourner. Et on dépend des reporters qui sont sur le terrain, qui vont être en contact avec les gens. Mais c'est un métier passionnant. En tout cas, bravo, le 12-14 c'est vachement bien. Quant à Barnabé, il a pu profiter d'un tête-à-tête avec Jean-Pierre Pernaut, qu'il a regardé sur la précédente édition du 12-14 et qui a souhaité lui donner de précieux conseils. Quand tu présentes, t'es comme ça. T'as remarqué? Ouais. Tu fais exprès? Non. J'ai l'impression que ça te bloque. Qu'il faut être plus à l'aise. Tu sais, quand tu présentes un journal, c'est toi qui domines, c'est toi qui donne envie aux gens de regarder. Donc dans la voix, il faut que tu t'affirmes. Il faut avoir une forte voix. C'est toi qui... T'es pas timide, c'est toi qui... Le présentateur, c'est lui qui donne envie aux gens de regarder. Et puis après, quand tu as les mains croisées comme ça, et j'ai vu qu'il y a une de vos copines qui présente aussi un autre 12-14 qui avait les mains au même endroit. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un conseil que vous leur donnez, je sais pas. Essaie d'être plus libre avec les mains. Parce que quand tu parles aux gens, tu parles pas comme ça. Si, de temps en temps. Mais de temps en temps, tu fais ça aussi. Tu vois? Donc il faut parler aussi un peu avec les mains quand tu présentes. Okay. Sinon, c'est vachement bien. Bravo. Pas de temps à perdre pour Barnabé qui s'installe à la table du présentateur et prend ses marques. Une future carrière de journaliste semble en phase d'être lancée. Et oui, tout ça, ça fait rêver. Un grand merci au Clémy qui nous a proposé cette immersion à TF1. Merci aux équipes de TF1 de nous avoir accueillis et d'avoir été disponibles pour nous pendant toute la fabrication du 13h. Un merci tout particulier à Julien Roux, David Führer et bien sûr Jean-Pierre Pernaut pour son extrême gentillesse et ses précieux conseils. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la 6e édition du 12-14. Et on se quitte avec les images de notre rencontre avec Evelyne Delia, la présentatrice de la météo qui nous a également accordé quelques minutes avant son direct. A très bientôt.